Les Wu, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler d'une artiste dont vous avez forcément vu le travail. Un travail très atypique, qui passe pas inaperçu. Fort de sa longue carrière, de son influence dans le pop art et le psychédélisme, elle a su passer d'une enfance mouvementée aux collaborations avec Louis Vuitton. Voici l'histoire de Yayoi Kusama. Née en 1929 au Japon, Yayoi est la dernière d'une fratrie de 4. Sa famille a fait fortune dans la pépinière et la vente de graines. C'est à l'âge de 10 ans qu'elle va manifester son attrait pour l'art, le dessin et la peinture. Elle a pour habitude de ramener son matériel directement sur les champs où travaille sa famille. Et elle y reste des heures à peindre les fleurs qui s'y trouvent. Son chemin artistique semble alors tout tracé. Sauf que le 7 décembre 1941, l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais marque leur entrée dans la Deuxième Guerre mondiale. L'attaque de Pearl Harbor est un choc pour les Américains. Elle précipite leur entrée dans la Seconde Guerre mondiale. 1941, a date which will live in infamy. À ce moment-là, mobilisation générale. Ça veut dire que tous les hommes capables de se battre sont directement affectés au front. Et les femmes, dans l'arrière-pays, sont réquisitionnées pour fabriquer munitions, matériel militaire. C'est de cette manière que Yayoi va se retrouver à fabriquer des uniformes et des parachutes pour l'armée japonaise. Déjà, on n'est pas sur quelque chose de très joyeux pour une enfance. À ça, rajoutez des hallucinations. Ouais, des hallucinations visuelles. Ses premiers souvenirs de ça remontent aux alentours de ses 10 ans. Elle explique qu'elle est à table, elle regarde la nappe qui est fleurie, et lorsqu'elle décolle les yeux de la table, regarde le plafond, la poutre, les gens, son corps, partout autour d'elle, tout était peint de ces motifs de fleurs et de ronds colorés. Ces hallucinations visuelles vont grandement influencer son travail, voire même être transversales. Elle va nourrir une obsession pour les pois colorés qu'on va retrouver dans beaucoup de ses installations. Elle nommera ce concept le self-obliteration. L'idée ici, c'est de s'effacer soi-même, d'intégrer les objets et les gens à l'intérieur de ses installations. Ça peut paraître très abstrait, mais au fur et à mesure de la vidéo, vous allez mieux comprendre son travail et sa vision. Elle expose pour la première fois à 16 ans. Et devinez quoi? Elle gagne le concours de cette exposition. 16 ans. Ensuite, elle va étudier à Kyoto, où elle y apprendra la peinture japonaise traditionnelle et moderne. Et tout ça avec le soutien de sa famille aimante. Bah non, pas du tout, parce que sinon ce serait trop simple. Sa famille s'oppose complètement à son choix, refuse que leur fille devienne une artiste et estime qu'elle doit faire comme tout le monde, c'est-à-dire devenir une bonne femme au foyer. Les années 50. Non, c'est même pas les années 50 en plus. Elle témoigne en disant qu'à cette époque, une femme peintre, ça n'existait pas. Et cette croyance était très ancrée dans sa famille, qui eux considéraient les artistes comme des feignants. Ses relations avec ses parents vont alors se tendre, voire devenir conflictuelles. Sa mère avait pour habitude de se venger des tromperies de son mari directement sur sa fille. Avec ce genre de comportement, ses parents vont renforcer son aspiration révolutionnaire, sa force de caractère et son besoin d'indépendance. Elle le dit elle-même, au beau milieu d'une famille aussi toxique que ça, je ne vivais que pour mon art. Durant ses études, elle ne se reconnaît pas dans la hiérarchie japonaise, notamment la relation maître et élève dans la discipline. Elle se sent étouffée et un petit peu dégoûtée des techniques traditionnelles de peinture japonaise. Alors assez logiquement, elle se tourne vers l'art occidental pour parfaire sa technique et améliorer son spectre de capacité en autodidacte. Le 1er mars 1952, elle organise sa première exposition personnelle à Matsumoto. Couronnée de succès, elle va en réaliser d'autres, notamment à Tokyo et un peu partout au Japon. Chaque exposition regroupe plus de 250 œuvres. C'est considérable. Elle nourrit depuis un moment l'envie de partir du Japon, chose qu'elle va faire, direction le pays de tous les possibles, les États-Unis. Elle pose le pied aux États-Unis en 1957 à Seattle, grâce à une artiste connue, Georgia O'Keeffe, à qui elle avait naïvement envoyé une simple lettre. Mais bon, ce que Yayoi voulait, c'était pas Seattle, mais New York, où elle arrivera un an plus tard, en 1958. Pour elle, la vie à New York sera assez pénible, notamment à cause de ses faibles économies. Alors oui, elle vient d'une famille aisée, mais de 1, elle veut rien leur demander parce que leurs rapports se sont complètement dégradés, et de 2, une famille aisée au Japon, c'est pas forcément une famille aisée aux États-Unis. Avec l'achat de matériel pour ses créations, elle aura beaucoup de mal à se loger, à se nourrir, faisant passer d'abord son art avant son propre confort. Elle expose Infinite Net Painting au Brata Gallery en 1959 aux côtés d'Andy Warhol. C'est sa plus vieille série de tableaux abstraits, des traits de pinceau, des lignes incurvées, directement inspirées de ses visions. C'est pour elle de l'art-thérapie. En gros, ce sont des réseaux de points sur une toile, sans réel début ni fin, qui aujourd'hui se vendent aux alentours de 25 000 $. Ses contacts, son talent
et son goût pour la provocation lui permettent de sortir de l'ombre. Notamment grâce à un ami, Donald Judge, un artiste américain reconnu en tant que critique. Il a écrit beaucoup de bien à son sujet. Il la considère comme une pionnière du pop art. Étant donné que ça fonctionne pour elle, elle gagne mieux sa vie, elle décide de déménager. Et elle va investir les studios juste en dessous de son ami, Donald, qui lui est sculpteur. Et c'est à peu près à cette période-là qu'elle commence aussi la sculpture. Je pense pas que ce soit un hasard, je pense qu'elle a été initiée par son ami. Très vite, elle signe son nouveau manifeste Oblitération, où elle explore différentes formes artistiques, notamment la sculpture et les installations. Elle définit l'oblitération comme la saturation, la disparition d'une surface sous un motif. Elle utilise cette technique pour redimensionner, réinterpréter les espaces architecturaux et proposer aux visiteurs une vraie expérience dans son environnement. On y retrouve beaucoup de fleurs et beaucoup de pois colorés. Ses peintures deviennent de plus en plus grandes et ses pois recouvrent davantage de surface. Elle est la première artiste à proposer une expérience de perspective immersive provoquant un rapport nouveau à l'art. Et l'immersion et la perte de repères est totale quand Yayoi introduit dans ses installations les miroirs. Regardez. Après les performances et les installations, elle s'essaye au happening, des sortes de manifestations pour protester. La nudité devient alors une des composantes de ses actions. Son but, choquer la société américaine conservatrice, à ce moment en guerre contre les hippies. Très provocatrice, elle défie un petit peu les codes de la société. Elle participe à la Biennale de Venise sans autorisation et sans même y être invitée. C'est une des manifestations artistiques les plus influentes du monde et d'Europe. Par la suite, elle se développe, multiplie les performances et se met à utiliser le body painting. En 1968, elle crée sa première collection de vêtements, sous le nom de Kushima Fashion Company et ouvre sa première boutique à New York. À ce moment-là, c'est l'apogée de ses créations. Elle est au sommet, mais ça s'essouffle petit à petit lorsqu'elle essaye d'exporter ça au Japon. Fatiguée psychologiquement, toujours atteinte de ses visions, elle décide de rentrer au Japon. En 1977, à sa demande, elle est internée dans un établissement psychiatrique de manière permanente. Mais à côté duquel il y a un studio de création, à 2 pas. Il y a son établissement psychiatrique ici et son studio de création collé. Elle peut s'y rendre autant qu'elle veut et elle est aidée par une équipe d'assistants. Elle continue ses créations mais se fait petit à petit oublier. Elle reviendra sur le devant de la scène en 1993 pour représenter le Japon lors de la Biennale de Venise, là où elle avait été sans autorisation et sans accès. Aujourd'hui, elle est invitée. Participer à cet événement lui ouvre les portes du MoMA et de nombreuses expositions parisiennes. Son retour au Japon et sa fatigue l'amènent petit à petit à prendre du recul sur son travail et surtout une retraite médiatique. Mais elle continue de créer, et notamment de créer des collections pour la femme moderne. C'est en 2006 qu'elle fait un retour médiatique. Le directeur artistique de Louis Vuitton lui propose une collaboration qu'elle accepte en apposant ses célèbres pois directement sur les sacs de la marque. C'est une première collaboration qui ouvre les portes à une seconde, bien plus grosse. Cette fois-ci, Yayoi intervient sur des sacs, des vêtements, des chaussures et aussi sur la décoration de magasins aux 4 coins du monde. Et des collaborations, elle va en avoir plusieurs. Lancôme pour un rouge à lèvres, Uniqlo pour un t-shirt. Donc ouais, on est vraiment face à une artiste accomplie et éclectique. Tellement qu'elle va même designer 3 téléphones hybrides pour la marque Lida à seulement 1000 exemplaires chacun. Je vous laisse les photos, mais c'est un peu abstrait. Le musée Yayoi Kusuma est inauguré à Tokyo en 2017. Un beau moment pour célébrer un art total qui est le sien. Pour elle, la création est une passion, un moyen d'extérioriser ses angoisses, faire de l'art-thérapie. Elle a un concept simple, c'est de représenter par milliers ce qui l'angoisse et qui fait partie de ses visions, les poids. Pour elle, la vie est un poids, il en existe des milliers, et c'est quelque chose que nous craignons de disparaître, dans l'infiniment grand, par exemple. D'où l'utilisation des perspectives, des miroirs, des formes répétées, pour complètement fausser les repères du spectateur, une manière pour elle d'être en connexion avec la nature. La recherche de reconnaissance et le désir de faire participer le spectateur à ses œuvres l'a fait passer du simple tableau aux structures, performances et autres installations. Yayoi maîtrise très bien son image, c'est quelqu'un d'intelligent. Certes provocatrice, mais elle sait à chaque fois où est-ce qu'elle met les pieds. C'est une artiste avant-gardiste qui a porté le pop art, mais surtout une artiste qui a vu la puissance des médias et à quel point il pouvait relayer un message, son œuvre,
et ses opinions si elle arrivait à les titiller correctement. Pour moi, c'était important de parler d'elle. C'est une artiste qui est vraiment habitée par ce qu'elle fait et engagée. Moi, c'est le genre de profil d'artiste que j'affectionne particulièrement, ceux qui sont vraiment immergés à 100% dans leur création, même si je suis pas forcément fan de tout ce qu'elle a fait. Il y a des choses qui marchent très bien. Et puis son histoire, quoi. Partir d'une petite famille, même si elle est plutôt assez aisée, au Japon, pour aller vivre un rêve américain, avec des rapports compliqués avec les parents, les hallucinations, le fait d'être en établissement psychiatrique aujourd'hui. Même si on la connaît pas tous de nom, en vrai, on est beaucoup à avoir vu son travail sans savoir que c'était elle. Sur ce, les Wu, prenez soin de vous, prenez soin de votre créativité, puis on s'attrape, hein. Ok, coupé. Ah putain, il est coincé. Mais je suis un ouf, j'ai pas communiqué sur la sortie de ma vidéo. Bah, je l'ai programmée, elle est sortie là. Il fallait programmer pour plus tard, peut-être, non? Bah non, je publie tout le temps à midi. Communique tout à l'heure. Oui, je vais faire là. Mais dès que j'ai fini cette partie-là. Conclusion.